En tête-à-tête avec un chef-d'œuvre, Nicole Garnier, conservateur général du patrimoine, chargé du musée Condé. Alors nous sommes ici sur la rampe du Connétable, rampe mise en place par André Le Nôtre à la fin du XVIIe siècle. Le Nôtre ne part pas de rien. Le Nôtre part d'une terrasse défensive, la terrasse du Connétable. Et cette terrasse, elle était au XVIIe et XVIIIe siècle protégée par des molosses, par des chiens, qui protégeaient donc l'accès du château. Aujourd'hui, nous avons ces deux molosses qui sont des copies modernes commandées par le duc d'Aumale, mais qui reprennent exactement les sculptures originales qui étaient dues à Jean Thierry. Nous avons en effet une commande dans les archives du musée Condé en 1707 pour deux chiens, donc deux chiens qui sont destinés à l'avant-cour, donc à l'entrée du château, ces chiens donc qui interdisaient l'accès du château de Chantilly. Sculpture donc réalisée en 1707 par Jean Thierry, mais qui semble n'avoir pas complètement convaincu Henri-Jules, prince de Condé, puisque l'année suivante, en 1708, il commande d'autres chiens à un autre sculpteur, Nicolas Coustou, celui-ci étant le neveu du célèbre Antoine Coisevaux, qui a fait également la statue du Grand Condé qui se trouve aujourd'hui dans les jardins de Chantilly. Donc ces chiens reprennent des compositions anciennes du XVIIIe siècle, mais ils ont été réalisés à la demande du duc d'Aumale dans les années 1890 pour remplacer les sculptures anciennes. Vatrinel avait déjà tenté de les restaurer, puis dans un deuxième temps, l'année suivante, on s'est résolu donc à en faire carrément des copies modernes, mais qui reprennent tout à fait l'aspect des originaux, tels qu'on peut les voir sur les pastels de Jean-Baptiste Lallemand au XVIIIe siècle, sur le jeu de Cavagnole de la fin du XVIIIe siècle, ou encore sur des photographies prises en 1872, et on voit exactement la même attitude de ces molosses magnifiques, protégeant l'entrée de Chantilly. Ensuite, quand on montait vers la terrasse du Connétable, alors on est dans un espace complètement minéral, hein, on est dans les pavés, on est dans les cailloux, on va vers la statue du Connétable, et la terrasse elle-même, qui est un grand rectangle défensif, hein, qui remonte au Moyen-Âge et qui était destiné à protéger la route de Paris à Creil, Creil où se trouvait le château royal hein, du roi Charles V. Et donc, cette terrasse défensive, elle était protégée également par deux lions qui se trouvaient en haut de la rampe. Aujourd'hui, ce sont les sphinges, on va aller les voir. Les quatre coins de la terrasse du Connétable portent actuellement 4 sphinges. À l'origine, il y avait 2 lions à l'entrée de la terrasse, faisant suite aux 2 molosses qui sont à l'entrée du château, et 2 sphinges seulement se trouvaient de l'autre côté de la terrasse. Lorsque ces sculptures ont été abîmées avec le temps, elles ont été remplacées par des copies modernes que nous avons aujourd'hui, qui ont été réalisées donc au XIXe siècle par le sculpteur Vatrinel, mais d'après les originaux de Nicolas Coustou. Et ces sculptures sont au tout point semblables à celles qui se trouvaient ici au XVIIIe siècle. C'est donc le prince Henri-Jules de Condé qui a commandé cet ensemble de 4 sphinges. Alors qu'est-ce qu'une sphinge? Ce n'est pas tout à fait la femelle du sphinx. Le sphinx égyptien, c'est un monstre à corps de lion et à tête d'homme. Les sphinges, qui sont des monstres grecs, ont effectivement également un corps de lion, mais un corps de femme. Et le sphinx grec, le modèle en est celui qui a donné une énigme à Édipe, le célèbre héros grec de la littérature et dans la mythologie grecque. Et le sphinx donc était un animal mythique qui terrorisait la région de Thèbes. Et lorsque Édipe s'est présenté devant lui, le sphinx lui a proposé une énigme qui est ici écrite en latin sur le socle de la statue. Alors on peut encore l'entreapercevoir, hein. La sphinx tient entre ses pattes une plaque d'ardoise gravée avec quelques mots en latin. Mané quadrupes, méridie bipes, cero tripes. Ce qui signifie en français, quel est l'animal qui le matin marche à 4 pattes, à midi sur 2 pattes et le soir sur 3 pattes. Cette énigme donc est proposée par le sphinx à Édipe qui va trouver la réponse. Et donc, de dépit, le sphinx va se jeter du haut de la falaise et débarrassera donc la région de Thèbes grâce à Édipe. Alors, avez-vous trouvé la réponse? Quel est l'animal qui marche à 4 pattes le matin, le midi sur 2 pattes et le soir sur 3 pattes? Eh bien, c'est l'homme qui le matin se déplace à 4 pattes, comme le font les bébés. Au milieu de sa vie, à midi donc, se tient sur ses 2 jambes et qui, à la fin de sa vie, s'appuie sur un bâton, d'où les 3 pattes. Donc, cette énigme latine était très célèbre dans le monde grec. Et donc le prince Henri-Jules, avec ses sculpteurs, a installé 4 énigmes différentes aux 4 coins de la terrasse. Donc on le voit, cet espace défensif au Moyen-Âge, qui est la terrasse du Connétable, va aussi devenir un espace érudit pour accueillir donc les nombreux invités des princes de Condé. Allons voir les autres sphinges et voyons les devises qu'elles nous proposent et les énigmes donc qu'il nous faut résoudre.
Alors voici la seconde sphinge, originale de Nicolas Coustou, mais refait donc au XIXe siècle à la demande du duc d'Aumale et de son architecte Daumet par le sculpteur Vatrinel. Et donc cette seconde sphinge nous présente une nouvelle énigme en latin qui est lourd dans sa jeunesse, léger dans sa vieillesse, vole sans ailes et couvre la terre. Alors je vous laisse deviner l'énigme. Qu'est-ce qui est lourd dans un premier temps, léger dans un second temps, qui vole sans ailes et qui couvre la terre? C'est probablement le nuage, bien qu'on n'ait pas trouvé l'origine gréco-romaine de cette énigme. Alors toutes les énigmes que je cite là, et notamment les énigmes grecques qui sont de l'autre côté de la terrasse, sont tirées d'un recueil d'énigmes grecques publié par un auteur ancien. Et ces énigmes étaient proposées donc aux invités des banquets. Il fallait donc trouver l'énigme et puis on recevait un prix, une récompense minime. Allons voir si nous méritons les récompenses et allons voir les autres sphinges. Alors voici la troisième sphinge de la terrasse du Connétable. Sphinge donc sculptée par Coustou pour le prince Henri-Jules de Condé au XVIIIe siècle et dont la copie a été réalisée à la demande du duc d'Aumale dans les années 1880 par le sculpteur Vatrinel. Et celle-ci tient entre ses pattes une autre énigme. Cette énigme écrite par l'historien grec Athénée de Naucratis nous propose le thème suivant. Qu'est-ce que nous enseignons tous sans le savoir? Il s'agit en fait de l'âme humaine, puisque nous montrons qui nous sommes à travers nos faits et gestes, et donc autrui peut nous connaître, mais nous ne pouvons pas définir notre âme. Donc très belle devise tirée d'Athénée de Naucratis, d'un ouvrage grec qui contenait toute une série d'énigmes qui étaient proposées aux invités grecs des différents banquets. La dernière sphinge de la terrasse du Connétable nous propose une dernière énigme issue de l'ouvrage d'Athénée de Naucratis. Alors que nous propose-t-elle sur son ardoise? Qu'est-ce qui est nulle part et partout? Alors la réponse, c'est le temps. Et voilà pour les 4 énigmes inventées au temps d'Henri-Jules de Bourbon-Condé, lorsque Nicolas Coustou a ponctué la terrasse du Connétable et ses abords de 4 sphinges inspirées de la mythologie grecque. À l'origine, donc, ces 4 sphinges n'étaient pas disposées aux 4 coins de la terrasse comme actuellement, mais 2 étaient là où nous sommes, en haut du grand degré, menant au jardin de Lenôtre, et les 2 dernières sphinges se trouvaient sur le pont du Roi. Le duc d'Aumale a fait remplacer ces 2 dernières sphinges par des sculptures liées à la vénerie. Allons les voir maintenant. Alors nous sommes ici sur le pont du Roi, entre la terrasse du Connétable et la terrasse du château d'Enghien. On domine donc le parterre nord, on est au début de la forêt de Chantilly, forêt giboyeuse s'il en est. Tous les propriétaires de Chantilly ont chassé à court dans ces forêts. Et c'est tout naturellement que le duc d'Aumale, en 1890, a demandé à son sculpteur, Caïn, Jean-Baptiste Caïn, de lui réaliser 2 sculptures de cerfs tués dans des chasses historiques au sein du domaine de Chantilly. Celui-ci, par exemple, porte une mention qui est gravée au pied. Saint-Hubert, il s'agit donc d'une chasse de Saint-Hubert, une chasse du début novembre. C'est l'ouverture de la chasse à court. C'est le moment où une messe à Saint-Hubert est offerte par les veneurs, avec en général la bénédiction des chiens. C'est tout à fait ritualisé. Ensuite, on trouve une inscription, elle aussi complètement ritualisée en termes de vénerie. Attaqué au carrefour Saint-Rémy en forêt de Chantilly, donc l'endroit où l'animal va être poursuivi par les chiens, c'est le début de la chasse à court, pris à la Tève, donc la rivière de la Tève, dans le village de Montgrésin, à quelques kilomètres de Chantilly, en direction de Paris, au sud. La date de la chasse, le 4 novembre 1876, et puis L.C. Dupré. L.C., ça veut dire laisser court, donc le nom du personnage qui a organisé la chasse à court pour les veneurs. Donc un nommé Dupré, qui était sans doute un des piqueux du duc d'Aumale. Donc tout ceci est très ritualisé. Ces mêmes types d'inscriptions se trouvent sur les massacres et sur les trophées qu'on peut trouver à l'intérieur de nos châteaux, et en l'occurrence bien sûr du château de Chantilly. Alors le duc d'Aumale a demandé à son sculpteur Caïn de figurer 2 cerfs, l'un assis et l'autre en train de se lever. Effectivement, le sculpteur animalier, qui est un excellent sculpteur animalier de la fin du XIXe siècle, il est le gendre de Pierre Julmen, qui est un grand sculpteur animalier lui-même de la première moitié du siècle, donc il a toute une expérience, toute une tradition, et il va saisir l'animal au moment où le cerf se lève dans un fourré, au moment où il va être débusqué par les chiens. Donc un geste pris sur le vif, une sorte d'instantané magnifiquement réalisé en sculpture.
Alors ici le deuxième cerf réalisé par le sculpteur animalier Caïn pour le duc d'Aumale en 1890. Il nous montre un cerf, c'est un 12 corps, attaqué au carrefour Saint-Barthélemy au lac de Molton après 2 heures de chasse. Nous sommes donc le jour de la Laly, le 11 décembre 1882, laissé court par Ourvary. Ourvary est en effet un des piqueux du duc d'Aumale qui s'occupe donc des chevaux et des meutes qui sont dans les grandes écuries que possède le duc d'Aumale et où il entretient donc tous les animaux nécessaires à la grande vénerie du cerf. Le cerf, c'est en effet l'animal noble par excellence et le duc d'Aumale a souhaité évidemment avoir le portrait des plus beaux animaux tués par lui en chasse à courre, donc des 12 corps de préférence. On compte les corps au niveau des andouillés, c'est-à-dire des éléments qui se détachent de la ramure du cerf. Alors notez que celui-ci, qui est au repos, est couché dans un buisson et puis on voit au premier plan des feuilles de chêne, des glands aussi, donc qui donnent l'entourage naturel de la vie d'un cerf en forêt. En 1880, le duc d'Aumale commande à l'entrée de son château, qui vient d'être nouvellement reconstruit par Honoré Daumet, des groupes de chiens. Chiens de meute, chiens de vénerie bien sûr, car Chantilly est une résidence de chasse. Et Caïn va réaliser 2 groupes de 2 chiens de Saint-Hubert. Que sont les chiens de Saint-Hubert? Ce sont des chiens de vénerie, des chiens particulièrement sensibles par leur odorat et qui donc sont excellents sur la voie du cerf. Quand on regarde de près cette sculpture, on voit au premier plan, sur la dalle, sur le socle en quelque sorte, qui est en bronze, comme l'œuvre elle-même, on voit les sabots des cerfs, on voit les traces, ce qu'on appelle faire le pied en langage de vénerie. C'est-à-dire que ces chiens sont de fins limiers, que le piqueux le matin va emmener aux forêts, bien avant le début de la chasse à courre. Il va repérer les traces des cerfs sur lesquels on va lancer la meute, donc ce qui s'appelle faire le pied. Et donc ces sabots de cerf sont incrustés dans le socle en marbre. Alors ces chiens ont des noms. Ces 2-ci portent le nom de Lumineux et de Séduisant qui figurent gravés sur le socle de la statue. Lumineux et Séduisant, c'est des noms qu'on retrouve dès le XVIIIe siècle parmi les chiens que possédait le duc de Bourbon, prince de Condé, donc 2 siècles avant le duc d'Aumale. Ce nom était porté par des chiens de meute à Chantilly. Même chose pour les 2 chiens qui sont en face, Briador et Fanfaro. Ce sont des noms qui étaient redonnés régulièrement. Après la disparition des chiens de meute, on redonnait ces noms indéfiniment donc, à la meute de Condé. Donc de très beaux chiens de Saint-Hubert, sculptés par Caïn pour le duc d'Aumale. On est dans les années 1880 et 10 ans après, le duc d'Aumale commandera à Caïn pour compléter l'ensemble, de l'autre côté de la terrasse et du côté de la forêt, les statues donc des 2 cerfs, le cerf couché et le cerf se levant. Alors voici Briador et Fanfaro, les 2 autres chiens de Saint-Hubert sculptés par Caïn. Alors ils ont sur le flanc, tous ces animaux, des marques triangulaires. En fait, ce symbole indique qu'ils appartiennent à la meute du duc d'Aumale, à la meute d'Orléans. Et en fait, ce symbole triangulaire est une stylisation, dit-on, des fleurs de lys de la maison royale de Bourbon. Alors ces chiens ont une histoire amusante parce que lorsque le sculpteur Caïn fait mettre en place ces sculptures, il n'est pas très satisfait de la pierre sur laquelle sont posées ces sculptures. Et il écrit une jolie lettre très drôle à l'architecte Honoré Daumet, qui est l'architecte du château, qui lui a commandé les sculptures pour le duc d'Aumale. Et il précise « J'ai reçu 2 lettres de Briador et de Fanfaro. Ces intelligentes bêtes savent que c'est bientôt la Saint-Hubert. » On est effectivement à l'automne. Et voilà, il voudrait qu'on puisse changer la pierre sur laquelle sont posées les bronzes, car les sculptures seraient ainsi beaucoup plus visibles. Donc anecdote amusante de la part de Caïn, et il ajoute même qu'il a reçu une dépêche de Lumineux et de Séduisant pour aider leurs 2 confrères Briador et Fanfaro à modifier le socle des 2 statues de bronze qu'il a faites pour le duc d'Aumale.